Oui, je suis un prof de philo. Je suis agrégé docteur des S-lettres. J'ai fait des études de mathématiques jusqu'au baccalauréat, puis MPC. J'ai enseigné la logique pendant 7 ans et j'ai écrit 3 livres sur le dialogue, l'interlocution. Ce sont des recherches logiques sur le dialogue. Bon, en philosophie, j'ai choisi évidemment le plus austère de la philosophie, le moins verbeux, verbal de la philosophie. Donc je suis très emmerdant. Voilà. Cela dit, j'enseigne dans un département de communication à Paris 3. J'enseigne la théorie de l'argumentation. Et je suis très content de vous rencontrer parce que l'université d'été suppose beaucoup de générosité et beaucoup de courage, puisqu'on mord sur ses vacances pour venir se rencontrer et travailler. Comment ? Nous commençons à dialoguer, si j'ai bien compris. Alors, dans la mesure où je voudrais parcourir avec vous un petit parcours linéaire et un peu rigoureux, je crois que nous pourrions différer le dialogue jusqu'aux questions. En fait, j'hésite entre 4 papiers possibles et j'ai fini par prendre le premier qui était à la surface de ceux que j'avais apportés parce que je n'arrive pas à choisir ne connaissant pas mon auditoire. Mon titre, c'est Dialogisme et interrogation. En bonne méthode, il faudrait que je définisse le dialogisme et l'interrogation, et puis que je vous fasse saliver un petit peu, de façon à soutenir votre attention au-delà des 40 minutes dont on dit que les enfants ne peuvent pas le dépasser. Les adultes en université d'été ont plus que 40 minutes d'attention volontaire, mais on va voir. On va voir. Bon, il y a 3 termes qui ne sont pas synonymes. Il y a dialogue, dialogisme et interlocution. L'interlocution, telle que je la conçois, c'est une relation interlocutive. C'est, si vous voulez que je commence par un gros mot, c'est le transcendantal du dialogue, selon moi. C'est parce que nous nouons, toi et moi, ou l'un et l'autre, une relation interlocutive que quelque chose se dit entre nous. Quelque chose se dit. C'est pas moi qui parle, c'est nous qui disons. Et je viens de citer Benveniste, n'est-ce pas, le linguiste. Ce n'est pas moi qui parle, c'est nous qui disons à condition que nous soyons en relation interlocutive. Tout ce qui se dit entre nous est à la lettre désemparé. Je veux dire que ni l'un ni l'autre, en toute rigueur, ne peut s'en emparer. Imaginez que nous dialoguions et que je dise « ça, c'est moi qui l'ai dit tout à l'heure », ce serait une goujaterie, n'est-ce pas ? Non, cela s'est dit entre nous et la parole est en somme coproduite. Le message est bifocal, il est bivocalisé. Et bien sûr, je peux retrouver dans la parole de l'un et puis dans la parole de l'autre, surtout si elle a été enregistrée, ce que l'un ou l'autre a dit, mais ça c'est l'apparence. En fait, quelque chose s'est dit entre nous, parce que la relation interlocutive est très active, elle est créatrice.
Voici donc que le dictum est renvoyé non pas à l'ego, non pas à l'alter ego, mais il est renvoyé à la relation interlocutive qui est la véritable productrice de la parole. Donc, l'un ou l'autre, l'un et l'autre participent à l'initiative sémantique, ni l'un ni l'autre n'a l'initiative sémantique. C'est énorme comme affirmation, vous l'avez remarqué. Si vous êtes tenté par la somnolence, vous êtes normalement réveillé ici. Il n'y a pas le vouloir dire de l'un, il n'y a pas le vouloir dire de l'autre, il n'y a pas l'intentionnalité de l'un, il n'y a pas l'intentionnalité de l'autre. La psychologie en prend un vieux coup, n'est-ce pas? Même la psychologie sociale prend un vieux coup, d'une certaine façon. Il faut arriver à penser que le dictum ne peut pas être référé ni à l'un ni à l'autre, mais à la relation réelle entre l'un et l'autre, à ses effets dynamiques. Il y a des effets dynamiques, des effets sémantiques de la relation. Ce qui, pour atténuer un peu le paradoxe de ce propos, ne signifie pas qu'il n'y ait pas entre l'un et l'autre des asymétries. Comme dit Alice au Pays des Merveilles, si l'un ne se décide pas à parler, on ne dira jamais rien. Bien sûr, il subsiste des asymétries de la parole. Le fait que je prends la parole. Mais on ne prend pas la parole comme on prend la Bastille, bien sûr. Et de toute façon, le sujet de la parole n'est pas le sujet du dire. Le sujet de la parole, en ce moment, c'est moi. C'est moi qui me fatigue la voix. C'est moi qui desserre ma cravate parce que je me fatigue la voix. C'est moi qui porte la voix. La vox significativa, pour parler comme Aristote. Mais si nous dialoguions, ce n'est pas le cas parce que je suis en train de faire une sorte de cours, je ne sais pas bien ce que je fais en ce moment, mais si nous dialoguions, le sujet de la parole n'est pas le sujet du dire. Voilà. Il y a des asymétries, encore une fois, il y a des gens qui savent plus, il y a des gens qui savent moins, mais même dans ce cas, dès que je prends la parole, je la prends sur le trajet des réponses possibles, et d'une certaine façon, c'est la relation qui est sujet du dire. Voilà, en voilà assez pour l'interlocution. Le dialogisme, le dialogue. Le dialogue, c'est une forme de discours qui est hautement saturée en dialogisme. Donc je suis renvoyé à définir le dialogisme. Le dialogisme est structurel. Le dialogisme est constitutif de tout discours. S'il n'y avait pas un peu de dialogisme dans le discours, à la limite, ne ferait pas sens. Un discours péremptoire ne fait pas sens. Un discours purement magistral ne fait pas sens. Nous avons fait la révolution de 68 sur ce thème, d'ailleurs. Nous ne voulons plus de didactisme monologique. Nous voulons un enseignement dialogique. Donc, le dialogisme, c'est la structure constitutive de tout discours qui vient de ce que tout message du discours est réparti sur deux foyers en relation et tous les effets syntaxiques, sémantiques, pragmatiques s'éclairent par ce dialogisme foncier du discours. Deuxième définition. Il y aura des degrés du dialogisme. Il est évident qu'une polémique est moins dialogique qu'une négociation. Une négociation est moins dialogique qu'un dialogue stricto sensu. Il y a des degrés de dialogisme, mais le dialogisme est constitutif de tout discours. Et au fur et à mesure que l'on exténue
cette précieuse qualité qu'est le dialogisme, eh bien, on fait de moins en moins sens, et on ne fait plus sens du tout lorsque l'on vocifère. Entre Caïn et Abel, au début de la Genèse, il vocifère, il dit « ôte-toi de là, saute, hein, ôte-toi de mon soleil, va-t'en ». On est au ras de la violence qui ne se verbalise même plus. Le dialogisme est extrêmement exténué. À l'autre pôle, lorsque le dialogisme est à son maximum ou à son optimum, on a le dialogue stricto sensu. Alors le dialogue, évidemment, est une forme de discours dans lequel tous les messages font sens, mais tous les messages sont absolument désemparés entre l'un et l'autre, puisque l'un et l'autre participent, prennent part à l'initiative sémantique sans qu'on puisse plus assigner du tout l'initiative sémantique. C'est d'expérience commune. Lorsque l'on dialogue vraiment, on s'aperçoit que on s'entend dire des choses qu'on n'aurait pas dites dans un autre lieu, avec une autre personne. On tente de projeter des fragments linguistiques dans l'espace interlocutif. On fait bouger le code. On était parti d'un code partiellement propre, et au fur et à mesure que l'on projette les fragments linguistiques dans l'espace interlocutif commun, le code se met à bouger. C'est-à-dire que le registre sémantique des vocables se déplace. Des accentuations ont lieu dans le registre sémantique, et peu à peu, le code bouge. C'est particulièrement évident dans les grandes controverses métathéoriques entre Freud et Jung, entre Einstein et Niels Bohr, entre un disciple de Grémas et un disciple de Wittgenstein. Dans ces grandes controverses métathéoriques, on est surpris de voir, lorsque elles ont lieu effectivement, que le code bouge. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que les porte-paroles, disons, de la mécanique quantique façon Einstein et de la mécanique quantique façon Bohr parlent et nourrissent le dialogue, à la fin, on s'aperçoit que la notion de probabilité a bougé. Fécondité incroyable du dialogue. Je vous rassure, tous les dialogues ne sont pas féconds et le code ne bouge pas tous les jours. Il faut avoir de l'humour ici. Mais à la limite, et le dialogue est une limite, le code devrait pouvoir bouger. Pas beaucoup, mais un peu. Et laisser une trace d'innovation sémantique dans nos dires. Encore une fois, c'est pas dans nos petites conversations de café du commerce, et même dans nos grandes conversations de colloques nationaux ou internationaux que le code bouge beaucoup, et d'ailleurs qu'on dialogue, parce que les règles du dialogue sont extrêmement onéreuses et difficiles. On converse, et la conversation a déjà un degré de dialogisme moindre que le dialogue. Mais à la limite, si vraiment nous dialoguions, si nous avions ce rapport complètement désintéressé à la vérité, si nous avions, vous voyez, les si commencent, si nous avions, ce sont les conditions nécessaires du dialogue, si nous avions une relation interlocutive la plus symétrique possible, la moins distordue possible, par des effets d'autorité, par des poussées de notre désir de reconnaissance et je ne sais quoi, eh bien, le dialogue produirait un sens neuf, et cela se verrait par le fait que le registre sémantique des vocables principaux de notre discours aurait changé. Voilà, dialogue, dialogisme, interlocution.
Je n'ai au fond défini que le terme de dialogisme qui intervient dans le titre de ma communication de cet après-midi. J'ai défini dialogisme par rapport à dialogue et par rapport à interlocution. J'ai pas fait grand-chose jusque maintenant. Et en même temps, je commence à vous malmener. L'interrogation. Interrogation. Interrogation. Interrogation dit plus que question, bien sûr. L'interrogation est un processus de questions-réponses qui normalement est orienté par la finalité de la recherche. Si je rapproche dialogisme et interrogation, c'est que je considère que une interrogation féconde est dialogique, est fortement dialogique. C'est que je suis mu par un jeu de mots plus ou moins bon, vous allez apprécier, qu'une interrogation, au fond, est une interrogation. Et même que cette interrogation est sans prérogative. Une interrogation est d'autant plus féconde sur le plan heuristique qu'elle est davantage dialogique, dialogale. Voilà les deux termes expliqués. Qu'est-ce qui me meut? Qu'est-ce qui me met en mouvement dans cette communication de cet après-midi, au sens le plus étymologique possible, n'est-ce pas? Cum munus, espèce de partage des munus, munera, des ressources. Une bonne communication est un partage, devrait être un partage de nos ressources. Qu'est-ce qui me met en mouvement? Ce qui me met en mouvement, c'est plusieurs choses. Alors là, je vais faire une sorte de confidence. J'ai donc écrit 3 livres sur le dialogue, mais ayant à continuer à travailler depuis 6 ans, que je n'ai rien publié si ce n'est des articles, mon prochain livre s'intitule « Du texte ». C'est un titre culotté, mais après tout, si le culot manque aux philosophes, on se demande qui en aura. Du texte. Essai sur le mode d'existence et de signification du texte et des textes. Autrement dit, je suis en train d'essayer de reprendre aux sémioticiens purs et durs, aux hommes de la différence, aux Derridiens, disons, aux Grémasiens aussi. Je suis en train de reprendre le texte, d'aller leur rechercher le texte dont ils parlent si bien. Rappelez-vous, dans l'Encyclopédia universaliste, dans les années 60, c'est Roland Barthes qui a écrit l'article, le texte. Il roulait pour la sémiotique à ce moment-là. Moi, étant logicien, sémanticien, de formation anglo-saxonne, philosophe analytique, ça m'a toujours chipoté d'abandonner le texte aux sémioticiens. Je veux aller leur reprendre le texte. Bon, c'est une confidence que je vous fais. Mais, du même coup, je suis obligé d'avancer de mes travaux sur le dialogue jusqu'à la textualité, jusqu'au statut le plus général des textes, du texte et des textes. Je suis obligé d'aller voir comment est-ce que l'on dialogue, comment est-ce que la pensée se dialogise dans les différents types de textes. Vous voyez, mon avancée est terrible parce que comment est-ce que je vais pouvoir me déplacer du dialogisme du discours oral jusqu'à la textualité en la variété de ses supports, pas seulement le texte écrit, mais puisqu'il y a des textes filmiques, il y a des textes audiovisuels, il faudrait arriver à rejoindre le texte dans toute son envergure textuelle. Bon, cela me met en mouvement. Me met en mouvement aussi ma conviction que
la textualité est fort diverse. Nous sommes tous lecteurs et praticiens de certains textes privilégiés. Certains parmi nous lisent des textes littéraires, d'autres des textes philosophiques, d'autres des textes scientifiques, notamment des textes de sciences humaines. Si notre public était plus ouvert encore, certains liraient des textes juridiques. Si nous avions quelques curés ou pasteurs ou techniciens du sacré, disons, ils liraient des textes religieux. Nous sentons bien que la textualité est fort diverse. Et on change de régime sémantique, on change de régime textuel lorsqu'on passe d'un texte littéraire à un texte philosophique, à un texte scientifique, à un texte religieux, à un texte politique, peut-être à un texte ou sous-texte médiatique. On change de régime de textualité. Donc si vous voulez, moi, mon enjeu, ayant à parler du dialogisme et de l'interrogation, qui est mon titre, c'est en sous-œuvre m'avancer à pas théoriques comptés vers une théorie, une bonne théorie du texte, dans lequel je sauverai mes présupposés fondamentaux, en particulier le dialogisme de la pensée, à quoi je tiens beaucoup, parce que il me semble qu'aucune pensée n'est solitaire, aucune initiative sémantique n'existe à la rigueur dans l'ordre du sens. Et personne ne s'est avisé profondément que la pensée, en tant qu'elle est innovante et créatrice, est dialogale et interrogative, que notre pensée, en son fond, est interrogative. Personne ne s'est avisé vraiment, même pas les cognitivistes, et surtout pas eux, que penser c'est interroger. Pour les cognitivistes de la première, seconde, troisième génération, penser c'est se représenter. Il me semble que penser c'est pas se représenter. Penser c'est même pas calculer. Penser c'est interroger. Est-ce que vous ne concevez pas de sens hors de ce dialogisme, hors du dialogisme? Est-ce que je dois prendre sa question? Oui, 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 oui. Parce qu'il sort de la règle du jeu. Hein. J'ai dit que je prenais les questions après. Mais comme c'est une très bonne question, je vais quand même répondre. Oui et non. Oui, parce que si vraiment l'interlocution est le transcendantal du dialogue, et si c'est dans le dialogue que l'on s'interroge et que l'on innove en matière sémantique, à la limite, il n'est de sens que par cette signifiance dialogale et interrogative. Mais non, parce que le dialogisme est susceptible de degrés, et le dialogisme peut très bien s'exténuer sans que disparaisse le sens tout à fait. Par exemple, en ce moment, je fais assez peu sens, puisque je refuse les questions et les réponses. Hein, je fais un cours. Et pourquoi? Parce que je suis parachuté par le train, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, je ne fais pas sens. Je suis en train de le prouver d'ailleurs. Le didactisme monologique ne fait pas sens. Donc c'est vrai qu'il n'y a de sens que dialogiquement constitué et produit. Mais, il y a des degrés dans le dialogisme et il y a des degrés dans l'effectivité du sens. Voilà comment je répondrai. Et puis nous faisons sens dans la mesure où nous partageons tout de même quelques codes en commun, n'est-ce pas? Le code de la langue française, et puis tel ou tel code que je croise, qui sont des codes endisciplinés, n'est-ce pas? Je fais un peu de linguistique, un peu de logique. Je ferai un peu de psychologie sociale, et chaque fois, m'exprimant dans ce code, j'assure une certaine communicativité du sens, mais la communicativité du sens est un degré faible de dialogisme et donc de signifiance. Parce que communiquer, c'est pas transmettre. Communiquer, c'est rendre commun ce qui ne l'est pas encore.
Communiquer, c'est pas expédier sur la ligne des stéréotypes que l'on décode comme on les a encodés. Hein. Ça, c'est la communication. C'est la télécommunication. C'est la communication médiatique. La véritable communication, c'est la mise en commun de ce qui ne l'est pas encore. Et c'est au fond d'elle que je parle surtout en définissant la signifiance et les conditions dialogico-interrogatives du sens. Voilà, c'est ma réponse, c'est une réponse nouée, mais c'est une réponse rapide. J'étais en train de vous dire ce qui me met en mouvement. Ce qui me met en mouvement, c'est rejoindre la théorie du texte en tenant bon un certain nombre de présupposés. Un présupposé, et même plusieurs sur la signifiance, un présupposé sur la nature de la pensée. Quels sont donc mes présupposés, je les rappelle, sur la signifiance? Qu'est-ce que signifier? Et d'abord, une première condition nécessaire de la signifiance. Quand je dis condition nécessaire, c'est une condition sine qua non. C'est-à-dire, si vous l'enlevez, vous n'avez plus rien. C'est ça une condition sine qua non. C'est pas drôle les conditions sine qua non, parce que si on les respecte pas, il n'y a plus rien. C'est l'existence d'un matériau structuré, différentiel. C'est le code de la langue. Signifier, c'est différencier. Grémace. C'est la condition sémiotique. Deuxième condition nécessaire, signifier, c'est se référer. C'est parler du monde, c'est dire des choses, c'est se rapporter au réel. Signifier, c'est se référer. Comment appeler cette deuxième condition nécessaire? La première, il faudrait l'appeler la condition de différence. Vous savez qu'il y a des éditions de la différence. On a écrit la différence avec un E, avec un A. C'est dire que notre conception de la signifiance a été tout à fait à la remorque de cette première condition nécessaire. Seulement, elle n'est pas suffisante. Il y en a une deuxième. Signifier, c'est se référer. C'est dire quelque chose de quelque chose. Si je ne dis pas quelque chose de quelque chose, je cause. Dans une pièce de Shakespeare, il y a un fou qui fait des galipettes et qui dit à un moment donné « La pluie et le vent, la pluie, elle pleut bien souvent. » Et hop, il est reparti en coulisses. Il n'a rien dit. Il a causé. Il ne s'est pas référé. Puis il y a une troisième condition nécessaire de la signifiance, c'est la communicabilité, c'est le dialogisme. Signifier, c'est signifier à quelqu'un. Je préférerais dire pour quelqu'un, ou contre quelqu'un, c'est pareil. Et je préférais encore dire avec quelqu'un. Parler avec, c'est pas très français, mais c'est mieux que parler à. Parler avec. Donc vous voyez, trois conditions nécessaires de la signifiance qui toutes ensemble, cette fois, sont suffisantes. Signifier, c'est différer, signifier dans le code. Signifier, c'est se référer. Et là, toute la logique anglo-saxonne de la référence, qu'est-ce que c'est que se rapporter au monde? Qu'est-ce que c'est qu'utiliser un nom propre, une description définie, comme le présent roi de France, ou le maire de Bordeaux, ou l'auteur de Waverley, n'est-ce pas? Ou le sinus de pi sur 2, ou le centre de gravité de masse du système solaire à l'instant T, enfin, une expression référentielle. Qu'est-ce que c'est que se référer avec un nom propre, ou une description définie, ou un démonstratif? Ceci, cela, lui. Enfin. Et puis la troisième condition dont je parle surtout, qui est le dialogisme. Donc ce sont ces trois présupposés-là, si vous voulez, que je veux transporter comme tels dans la théorie du texte. Parce que signifier via le texte, signifier textuellement, c'est certainement faire autre chose que signifier purement et simplement, mais c'est aussi, et d'abord, respecter ce socle de la proto-signifiance dans ces trois conditions nécessaires, différer, référer, et faire interlocution. Et
étant entendu que ces trois conditions ne sont pas forcément respectées de manière pleine et entière. Mais alors on signifie moins. On met en danger la signifiance. Prenez un texte comme Joyce, non pas Ulysses, mais Finnegan's Wake, que certains connaissent. C'est tout juste ce qu'il signifie. Joyce se hasarde aux confins de la signifiance. Il utilise, dans l'ordre du code, un langage très approximatif. On ne sait pas à qui cause, et on ne sait pas s'il se réfère à quoi que ce soit. Il signifie peu, mais il signifie quand même, et de manière paradoxale, avec le talent de Joyce. Prenez un texte médiatique. Et ce qui signifie oui, pas beaucoup. Certains textes de grands journaux, de grands hebdomadaires, certains textes triviaux, comme dit Van den Heuvel. Un texte médiatique, c'est pas un grand texte, bien sûr. C'est pas un texte où on instaure des significations neuves. Pourquoi ? Eh bien parce que on utilise des stéréotypes au plan du code. On se rapporte au monde selon le vraisemblable, ou plutôt selon le vraisendible. Et on communique assez peu, puisqu'on assure la pertinence du discours par un public lui-même schématique et convenu. Vous voyez que penser textuellement, c'est probablement respecter les trois conditions nécessaires de la suffisance, de la signifiance, mais c'est probablement les élaborer sur chacun de ces axes de la signifiance. Et si on ne le fait pas, eh bien, on a des sous-textes et des non-textes. Voilà mon cheminement, voilà où je voudrais aller. Mais me direz-vous, on comprend très bien que vous ayez envie de sauver cette troisième condition nécessaire, celle de dialogisme ou d'interlocution ou de communicabilité. Ne distinguons pas pour le moment. On comprend très bien que vous vouliez sauver cette troisième condition nécessaire dans la théorie du texte, mais l'interrogation. Est-ce que vous voulez la sauver aussi ? Oui, je pense qu'il y a un lien constitutif entre la textualité et l'interrogativité. Dans un grand texte, il est question de quelque chose, au sens de la référence, et quelque chose est en question, au sens d'une interrogativité particulièrement fondamentale. Prenez le Capital de Marx. Qu'est-ce qui est en question ? C'est la praxis, bien sûr. C'est le fait que toutes nos notions sont opératoires, sont faites pour opérer. Enfin bon, quelque chose est en question. Prenez le livre de Kafka, le procès de Kafka ou le château de Kafka. Quel est le sujet du château ? C'est ce qui est en question dans ce texte. Kafka fait tout ce qu'il peut pour qu'on ne voit pas tout de suite ce qui est en question. Disons que c'est la culpabilité dans les pays totalitaires. Vous voyez, il y a un lien entre l'interrogativité et la textualité. Il y a un lien extrêmement profond. Quand on passe de l'ordre du discours à l'ordre du texte, on franchit un seuil très important. 3 raisons au moins nous font passer de l'ordre du discours, comme disait Michel Foucault dans sa leçon inaugurale au Collège de France, à l'ordre du texte. Il y a d'abord une raison de clôture ou de sériation. Tous les textes juridiques se renvoient les uns aux les autres dans le carrousel des textes juridiques. Ils se citent. Il y a une intertextualité maximale dans la série des textes juridiques. Les textes bibliques font sens dans le canon des Écritures. Vous voyez, une raison de clôture. Et là, on n'est plus dans le discours, on est dans le texte. Une raison de structuration. Un texte vaut comme roman, il vaut comme fable, il vaut comme hymne, il vaut comme éditorial,
il vaut comme potin. C'est-à-dire qu'un surcodage intervient sur le discours qui fait paraître des genres littéraires. C'est la raison de structure ou structuration. Remarquez qu'il y a des genres littéraires, que les genres littéraires ne sont pas les seuls possibles. Il y a des genres scientifiques, il y a des genres juridiques, il y a des genres religieux, qui tous apportent un surcodage au discours. Un éditorial, est-ce que c'est un genre littéraire? Non, c'est un genre médiatique. Un réquisitoire, est-ce que c'est un genre littéraire? Non, c'est un genre judiciaire. Un hymne, un écrit sapiential, un évangile, une épître de Saint Paul ou de Saint Pierre, est-ce que c'est un genre littéraire? Non, c'est un genre religieux. Vous voyez, nous commençons à voir que quelque chose nous sépare de l'ordre du discours quand on arrive jusqu'à l'ordre du texte. C'est deuxièmement une raison de structuration ajoutée, un surcodage. Et une troisième raison, et c'est la raison à laquelle je voulais en venir, c'est une raison érothétique, de érotan en grec, qui veut dire je demande. C'est l'interrogation. Quand on passe de l'ordre du discours à l'ordre du texte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'un auteur s'interroge radicalement, ou plus ou moins radicalement, sur une question neuve qu'il veut instaurer. Les grands textes sont instaurateurs de problématiques. Les grands textes posent des problèmes qui n'étaient pas posés. Alors, en choisissant de vous parler du dialogisme et de l'interrogation, je me trouve quelque part sur cet itinéraire qui va de mes 3 livres sur le dialogue jusqu'à un livre qui portera le titre du texte. Essai sur le mode d'existence et de signification du texte et des textes. Je vais même vous dire quelle est l'idée qui me tient le plus à cœur actuellement. C'est certainement le lien entre l'interrogativité et la textualité pour faire apparaître que les grands types de textes, religieux, scientifiques, philosophiques, littéraires, juridiques, ne pratiquent pas le même mode d'interrogation. Voilà. Prenez un texte scientifique. Comment ça s'interroge, un texte scientifique? Ça va de questions à des réponses, bien sûr. Mais ces questions sont toutes des questions internes à un modèle théorique. Une contrainte extrêmement forte pèse sur les questions scientifiques. C'est d'ailleurs pourquoi, quand on n'aime pas les contraintes, on n'aime pas beaucoup les sciences exactes, les sciences dures, n'est-ce pas? Parce que les contraintes extrêmement fortes pèsent sur l'interrogation, sur le couple question-réponse. Il faut que les questions aient un sens dans les observables. Il faut que les questions soient conceptualisées à l'intérieur d'un modèle théorique donné. Et il faut que les réponses fassent sens dans les observables. Vous vous rendez compte les contraintes qui pèsent sur le questionnement scientifique. Le questionnement philosophique aussi a des contraintes très, très strictes. Il faut que le questionnement philosophique soit un questionnement radical, sans présupposés convenus à l'origine, remettant en question tous les présupposés, et remontant radicalement jusqu'à des présupposés que l'on puisse affirmer catégoriquement, catégorialement. Le questionnement philosophique a vraiment une gueule très particulière. Une allure, un aloi sémantique très particulier. Prenez le questionnement religieux, on change de monde à nouveau. Parce que cette fois-ci, c'est pas le couple question-réponse qui est important. C'est pas question-answer. C'est appel. L'appel de Dieu, l'appel gracieux, de la grâce, enfin, réponse.
où réponse ne se traduirait pas en anglais answer, mais response. Dans le questionnement religieux, celui qui répond répond de tout son être. La réponse est existentielle. C'est tout homme qui est appelé. C'est le tout de l'homme qui répond. C'est vraiment un autre monde, le monde des textes religieux. Vous voyez ? Le régime d'interrogativité change, et avec lui le type de texte. Voilà la thèse qui m'importe le plus. Elle a des conséquences énormes. Elle a des conséquences sur tous les hybrides textuels qui mélangent les genres, qui mélangent les modes d'interrogation, à tel point qu'on ne sait plus du tout où on a mis les pieds. Vous connaissez des hybrides textuels? En v'là, le droit coranique. Qu'est-ce que c'est? C'est du droit? C'est de la religion? C'est les deux, mon général. C'est un hybride textuel, et c'est un amalgame textuel. Difficile. J'ai fait soutenir une thèse sur le droit talmudique, il y a quelques années, à Paris 3. C'est difficile, parce qu'on avait au jury, on avait un juriste. Et puis on avait un rabbin. C'est presque impossible de faire soutenir une thèse comme ça. Alors heuristiquement, on s'y retrouve. Mais pour la rigueur de la pensée, on ne s'y retrouve pas du tout. Vous voyez, ça, c'est un des enjeux, ce sont les amalgames. La théologie spéculative du Moyen-Âge, saint Thomas, encore un amalgame. Est-ce qu'on est en philosophie? Est-ce qu'on est en théologie? On est quelque part dans l'entre-deux. Le propre d'un théologien, d'ailleurs, étant quelqu'un qui est exactement à mi-chemin entre deux types de textes, le texte biblique et les textes ad extra, les textes de la culture ambiante. Et le théologien doit parler le message biblique vers les gens qui font des sciences, vers les gens qui font de la philosophie, vers les gens qui sont simplement dans la vie quotidienne. Vous voyez, l'enjeu, c'est de faire apparaître non seulement qu'il existe des types de textes différents en fonction de leur mode d'interrogativité, qui peut être différent. L'enjeu, c'est de montrer qu'il y a des cas limites, des borderline cases, des cas intermédiaires, qu'il y a entre le prototype, un texte bien philosophique, Kant, Schelling, des textes bien philosophiques. On est là au cœur du type textuel. Un texte bien littéraire, un fabliau du Moyen-Âge ou un sonnet de Shakespeare. Et puis, comme toujours, lorsqu'on se sert d'une logique de la typicalité, il y a un gradient de typicalité. On atteint des cas limites. Vous voyez, je ne procède pas par genre et espèce. Sinon, qu'est-ce qui se passerait lorsque j'aborde les cas qui sont mi-figue, mi-raisin? Puisque je n'aurais qu'une logique, j'aurais qu'une typologie. D'abord, il faudrait que j'ai tous les genres de textes, et puis que je puisse distinguer des espèces. Je serais dans une logique de la classification. Il faudrait que j'ai une clause de fermeture. Il faudrait que je dise, et puis il n'y a pas des textes politiques, parce qu'il y a 4 types, et puis je ne sais pas définir le 5e, donc je ferme. Non, je suis dans une logique de la typicalité. Il y a des types de textes, avec des prototypes, et puis un gradient de typicalité, jusqu'à des cas limites ou des cas intermédiaires. Et ces cas intermédiaires ne manquent pas d'intérêt, eux aussi. Mais ils seront situés par rapport au prototype. Prenez Dante. L'enfer de Dante. C'est un texte qui est un texte à la fois littéraire, philosophique, théologique. Et on peut dire que c'est une somme médiévale. On est comme avant la diaspora des types de textes. Difficile à lire. Dante. Prenez un texte comme les textes de philosophie analytique anglo-saxonne de Bertrand Russell. On ne sait pas si on est en mathématiques ou en philosophie. Mais Russell s'explique. Si j'étais mathématicien, j'augmenterais le nombre des théorèmes en aval de ma théorie. Je ferais comme Bourbaki, j'en serais au 12 000e théorème. Mais comme je suis philosophe des mathématiques, je reviens en amont du côté des présupposés. Il n'empêche que les Principia Mathematica de Russell et Whitehead, 1913, c'est un hybride textuel.
Voilà. Alors, vous proposant à vos organisateurs, à vos organisatrices, ce titre, dialogisme et interrogation, en toute véracité, c'est un petit jalon dans cet itinéraire. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait jusque maintenant? Est-ce que j'ai introduit mon sujet? On peut le dire. Il faudrait que je commence. C'est une farce. Mais du moins, j'ai été honnête. Du moins, n'ai-je pas fait une introduction rhétorique. J'ai fait une introduction rigoureuse. Je vous ai dit où je suis et je vous ai finalement introduit mon problème. Et c'est essentiel parce que je pense que la pensée est interrogative. Si moi je ne sais pas introduire un problème, qu'il saura. Il faut que je vous donne ma problématique. Une problématique étant autre chose qu'un problème. Une problématique, c'est une matrice de problèmes. En vous montrant quelle est ma problématique, je vous introduis à l'endroit où je ne cesse de produire du problème, moi. Et éventuellement faire des articles, éventuellement être parmi vous cet après-midi, vous voyez. Ouais. C'est ça un philosophe, oui, c'est ça. Je crois que je suis assez prototypique de ce point de vue. Façon d'utiliser un régime d'interrogation radical, de déclarer, comme on déclare à la douane ou à la banque, ses présupposés, les expliquer, les justifier le plus possible. Et puis bien entendu, éventuellement tomber dans un puits, trébucher comme Socrate, être incapable de répondre à une question de la vie quotidienne. Bon, philosophe, quoi. Bon, apparemment. Tout cela quand même, apparemment. Voilà. Alors, je pourrais maintenant peut-être faire une petite pause pour prendre des questions. Je veux éviter d'avoir à lire mon papier, vous l'avez compris, parce que j'ai horreur de ça, je le connais. J'aurais une impression terrible de déjà lu. Ce que je veux éviter à tout prix. Donc, interrogeons-nous. Après tout, nous allons penser. Nous allons en penser quelque chose. Ne lisez pas. Surtout en plein après-midi, je vous aurais cueilli à 9h du matin encore. Et je ne suis pas sûr. 9h n'était pas d'ailleurs n'était pas votre... Disons 10h15. Mais maintenant, par la canicule. Alors, est-ce qu'il y a un point d'ordre pour ces questions? Est-ce qu'on commence par... On pourrait, par exemple, j'avais pris de cours, on pourrait commencer par des questions d'assimilation. Moi, vous, votre chien, quand vous dites ceci, qu'est-ce que vous voulez dire, en utilisant des pléonasmes affectifs, vous voyez, on pourrait dire ça. Et puis deuxièmement, des questions qui ne sont plus des questions d'assimilation, qui sont des questions heuristiques. On voudrait bien, moi, vous savez, j'aimerais bien penser quelque chose d'eux. Et puis des questions polémiques. Mais gardons les questions polémiques pour la fin, si vous voulez. C'est quoi une question polémique? C'est une question qui récuse un présupposé. Quand je pose une question, supposez que je dise qui habite ici? Je présuppose que quelqu'un habite ici et donc que c'est une maison d'habitation. Mais supposez que vous me disiez, mais c'est une écurie. Vous récusez ma question en attaquant le présupposé. Les questions polémiques sont de cet ordre. Ce sont des questions qui, de manière indirecte, récusent les présupposés. C'est ça une question polémique. Lorsque Jeanne d'Arc, dans son procès, s'est vue poser la question, dites-moi, Sainte Béatrice, Saint Michel, comment qu'ils étaient habillés? Est-ce qu'ils étaient habillés ou est-ce qu'ils étaient nus? Cochon ce cochon. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu, ceci n'est pas de notre procès. Oui. Elle récusait la question, cette fois-ci, par sa pertinence à l'intérieur du questionnement. Il y a plusieurs façons de récuser une question. Un des modes, c'est la question polémique qui attaque les présupposés eux-mêmes. Voilà, j'ai répondu à votre question. Vous savez, quand on pose une question à un philosophe et qu'il répond, on ne se souvient même plus de sa question. C'est quoi une polémique?
polémique. Tu voyez, nous sommes en train de réactiver le code de la langue française. Une polémique, c'est littéralement une guerre de plumes. Polémos. Polémos n'étant pas stratégia. Bon. Est-ce qu'on pourrait poser sur la raison de clôture, que moi je n'ai pas vraiment saisi. Ce que vous entendez par raison de clôture. Oui. Vous interrogez sur textualité interrogative. Oui. C'est pas clair. Le stylo rouge est mieux celui qui est sur la table. Et le bleu. Je rappelle mon propos. Signifier ces 3 conditions nécessaires qui toutes ensemble sont suffisantes. Conditions nécessaires, c'est l'existence d'un code qui est structuré dans lequel je peux produire des messages différenciables. Conditions nécessaires de différence. Signifier, c'est aussi se référer. C'est la relation de aboutness. What I'm saying is about. Condition nécessaire, c'est la communicabilité, c'est le dialogisme. Le voilà. Ou la communicabilité, que je distingue de la communicativité. Communicativité, c'est simplement le fait que j'envoie sur la ligne un stéréotype et puis que si vous avez le même code que moi, vous le décodez. Communicabilité, elle se fait à double code. Votre code, j'ai mon code, on pose au milieu et on rend commun ce qui ne l'était pas encore. Ça, c'est de la belle signifiance. C'est ce qui est intéressant. Vous avez un code de linguiste, moi j'ai un code de logicien. On va pourtant poser sur la négation. Et ce sera de la communicabilité. Bon. J'ai dit d'autre part que le discours, c'était pas la même chose que le texte. J'ai donné 3 raisons. J'ai donné une raison de clôture, de codage ou de structuration. Structure, disons. Et une 3e raison qui est une raison érothétique, la présence d'une interrogativité. Et la question porte sur la culture. Quand vous allez à Paris 2, à la fac de droit, et vous poussez une porte, il est entendu que lorsqu'on signifie textuellement, on signifie dans une série de textes. Un texte est toujours en série avec. Même en littérature. Une thèse de Baudelaire au surréalisme va situer tel texte de Rimbaud dans la série des textes de Baudelaire au surréalisme. C'est une raison de clôture. Un philosophe s'est inséré quelque part dans la série des textes. Quand je suis rentré de mon service militaire, j'avais l'impression de ne pas savoir grand-chose. Et j'ai été voir un dominicain qui s'appelait le père Dominique Duparle. Puis il m'a dit, ah, vous êtes un agrégé de philosophie, vous ne pouvez pas savoir grand-chose. Forcément, c'est un dominicain. Son suffisance dominicaine, enfin. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je commence à lire? Ah ben, vous commencez à lire Platon, bien sûr, Aristote, remontez un peu au présocratique, parce que ensuite vous rentrez dans Plotin, vous rentrez dans le Moyen Âge, vous ferez le plaisir de lire Saint Thomas, Descartes, Leibniz, Spinoza, les cartésiens. Enfin, il m'a redonné la série des textes philosophiques fondamentaux, les grands textes instaurateurs, sériation, vous voyez. S'il vous arrive de faire un jour votre doctorat de théologie, ce qu'à Dieu ne plaise, si je puis dire, ben on vous dira, commencez par la patristique, lisez les pères grecs, les pères de l'Église latine, puis ensuite vous arrivez à la théologie médiévale, vous aurez à nouveau une sériation, vous aurez de nouveau une série de textes. Et pour comprendre un texte de cette série,
il faut d'une certaine manière connaître la série. L'intertextualité, elle a lieu à l'intérieur de l'écriture de texte. Et si vous lisez beaucoup de textes religieux, et si vous lisez par hasard un texte qui n'est pas du canon des Écritures, vous aurez une impression étrange. Lisez les pseudo-clémentines de Clément de Rome. Je fais le malin là en ce moment, je n'ai pas lu moi. Mais si vous lisez ce livre, vous en lisez simplement 5 lignes, vous dites « Oh, comme c'est bizarre !» Oui, vous n'êtes pas dans le canon des Écritures, vous l'avez senti. De même, lorsque vous oubliez vos études initiales de lettres, hein, n'est-ce pas, pour lire un texte d'Yves Le Coadic dans son dernier Que sais-je, la science de l'information, vous vous dites « Oh là là, mon Dieu, mes études de lettres sont bien, bien loin. Je suis dans les sciences et techniques de la communication. Dans quelle série textuelle suis-je ? Je suis sorti de la clôture, je suis sorti de la sériation. Je ne suis plus dans la même série textuelle. » Alors, cette clôture a ce qu'on appelle des textes fondateurs. Puis des textes d'épigones, et puis des commentaires, puis des paraphrases, et puis des textes sur des textes. Mais on n'est plus dans la plénitude de la série textuelle. Alors, ma thèse, ce que j'ai dit également tout à l'heure, c'est qu'il y a des types de textes qui relèvent de modes d'interrogation différents. Et en particulier, j'ai distingué QR et AR. Le couple questions-réponses, qui vaut à la fois pour les sciences et pour la philosophie. Et celui-là vaudrait par exemple pour les textes religieux en général. Appel-réponse. Je vous appelle et en tant que croyant, vous répondez. Après une métanoïa, qui est une conversion, changement de régime du désir, surtout changement du mode d'interrogation lui-même. Alors, ce qui m'intéresse un instant, c'est de distinguer ceci, on va laisser ceci de côté, à moins que quelqu'un me le réclame expressément. Je peux enlever tout ça. Hein. Et puis, j'examine ceci. J'ai d'autre part affirmé qu'il y avait un lien entre l'interrogativité et la textualité. CF, la troisième raison tout à l'heure. Hein. Si vous examinez sur un plan logique ce qu'il en est des questions en général, vous voyez que toutes nos questions peuvent être soit des questions formelles, soit des questions informelles. Si je dis qui habite ici, vous voyez que c'est une question où je connais la forme de la réponse précise. Je sais que la réponse est de la forme A, ou B, ou C, habite ici. Parce que qui habite ici présuppose que quelqu'un habite ici, c'est-à-dire X habite ici. Et la réponse consiste à substituer une constante à cette variable dans la réponse. Répondre, c'est donner, je te file une variable de substitution dans ta question. Parce que moi je sais que c'est Dupont et non pas Durand. Oui, c'est une question formelle. C'est des bonnes petites questions de la vie courante. Ah, si on ne nous posait que des questions comme ça. Est-ce que vous avez, madame, des questions pour mes réponses? Général de Gaulle. Alors ce sont des questions quotidiennes et elles sont assez nombreuses. Hein. Les questions sectorielles du type qui, quand, où, ce que les anglo-saxons appellent les WH questions. Why, when,
ou etc. Tant entendu que répondre, c'est donner une instance de substitution dans la catégorie ou du lieu ou du temps, etc. Ou des personnes. Mais il y a d'autres questions formelles, ce sont des questions intrathéoriques de la science. Et voilà. Supposez que je vous dise, y a-t-il un nombre premier entre 11 et 13 ? Réponse non. Supposez que je vous dise, est-ce que la licorne est un animal dans la classification zoologique de Cuvier, de Geoffroy Saint-Hilaire? Réponse non, c'est un animal fictif, enfin, bien entendu. Vous voyez, je suis à l'intérieur d'un modèle théorique, ma question est telle que je connais la forme de la réponse possible parce que je suis à l'intérieur de la théorie. Ça, c'est la science normale. Et vous voyez que les textes scientifiques de la science classique utilisent des questions formelles. La vie serait belle si nous vivions à l'intérieur d'un modèle théorique. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe la plupart du temps. Si vous avez des enfants ou des neveux ou des beaux-frères qui font leur thèse de science, c'est ça. On leur dit, vous voudrez bien doser les spirolactones dans un mélange concentré à 4 molécules grammes par litre, etc. Et puis voir si elles dépassent le seuil de 30%. Ouais, question formelle. Je connais la forme de la réponse possible. Je suis dans un texte scientifique. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'un savant, ne serait-ce que, sort de son laboratoire pour rentrer dans le laboratoire d'à côté? Les questions qui se posent dans le couloir ne sont déjà plus les questions formelles de l'origine. Et surtout, si la science est en crise, et si on sort de la science normale pour rentrer dans une nouvelle alliance, comme dirait Prigogine. À ce moment-là, on entre dans des controverses scientifiques qui ne sont pas inintéressantes, qui ressemblent à des controverses philosophiques, mais qui n'en sont pas. Par exemple, je pose la question, qu'est-ce qu'un électron? Ou qu'est-ce qu'un nombre? Ou qu'est-ce que l'inconscient? On a une belle. Alors, il y a un freudien, et puis il y a un disciple de Jung, et puis il y a un lacanien, et puis il y a un disciple de Mélanie Klein. Chacun a... Je ne sais pas la forme de la réponse possible. Ce sont les questions informelles métathéoriques. Je n'ai pas dit métacascade, j'ai dit métathéoriques. Ce sont des questions qui portent sur la théorie, pour voir si la théorie est adéquate à la question que je voudrais y poser. Et je dis non, le freudisme classique ne me convient pas, je voudrais une définition de l'inconscient qui me permettrait de comprendre l'école de Palo Alto, je ne sais quoi. Controverse métathéorique. Elle existe historiquement, c'est par exemple la correspondance entre Millikan et Ehrenhaft sur la question de savoir ce que c'est qu'un électron. Ou la controverse entre Einstein et Bohr pour savoir ce qu'il faut penser de la probabilité dans la mécanique quantique. Ou la correspondance entre Hadamard, Borel et Lebesgue sur l'axiome du choix. Est-ce que l'axiome du choix est un axiome comme tous les autres axiomes dans la théorie des ensembles? Il y en a qui disent, mais oui, c'est un bon petit axiome. C'est l'axiome qui dit que sur un ensemble d'infini, en prenant un élément de chaque ensemble, je peux refaire un autre ensemble qui sera infini. Bon, ça paraît évident, mais en fait, c'est un axiome dont le statut n'est pas du tout clair. C'est une controverse métathéorique. Puis alors là, les types discutent sur l'existence mathématique. Ce sont des questions informelles. Je n'ai pas la forme de la réponse possible. Mais remarquez que parmi les questions informelles, il en est d'objectifs comme qu'est-ce que l'électron ou qu'est-ce qu'un nombre, ou qu'est-ce que l'inconscient, mais il en est de subjectif. Si vous me demandez ce que je dois faire dans la perspective de ma mort possible, je ne sais pas. Je ne sais pas si la réponse va être d'ordre psychanalytique, d'ordre théologique, d'ordre bancaire. Oui, question informelle, subjective. Très curieusement, il y a des questions informelles, objectives, comme les questions métathéoriques. Mais les questions philosophiques sont là. Qu'est-ce qui les distingue? Et avec quel le type de texte dans lequel elles entrent? C'est que les questions informelles, objectives, philosophiques sont presuppositionless, sans présupposition.
plutôt, si vous avez des présupposés, ben vous les mettez dans votre poche. Si vous avez des présupposés, ben vous les sortez pas. Si vous avez des présupposés, vous les déclarez pas. Si vous avez des présupposés, vous vous débrouillez pour les justifier. Si vous avez des présupposés, vous vous débrouillez pour qu'ils soient tels, qu'ils soient catégoriquement affirmables. Exemple, cogito ergo sum. Je doute de tout, mais pour douter, il faut penser. Pour penser, il faut être. Cogito ergo sum. Je suis, en tant que je pense, je suis une chose pensante. Vous apercevez que la régression cartésienne ne peut pas aller plus loin, il bute sur un présupposé et il va tout reconstruire à partir de ce présupposé. C'est sans présupposition. Sans présupposition que dûment justifié. Alors que ici, c'est avec des présuppositions. Avec des présuppositions extrêmement générales. Par exemple, pour Einstein et Bohr, eh bien, la vitesse de la lumière, c'est les équations de Lorentz. Enfin, une bricole. Les équations en dérivées partielles. Enfin, un certain nombre de choses qui ne sont pas remises en question. On a beau être dans une controverse métathéorique, les types, il y a un bien commun du physicien qui n'est pas remis en question, ou du mathématicien qui n'est pas remis en question. Pourtant, ce sont des questions d'une science en crise. Voilà, je vous ai fait l'arbre des questions, et je viens de commenter la différence entre science et philosophie, le rapport question-réponse, en donnant un coup de loupe sur l'encadrement. Est-ce qu'on peut affiner la loupe Encore, oui. sur Voyez, les deux branches de l'arbre? Quand on fait des choses difficiles, il y a toujours un moment où on dit encore plus. Pousse au crime, hein, vous avez remarqué. Sur les deux branches de l'arbre, subjective, objective. Oui. Là. Ce qui me frappe, voyez-vous, c'est qu'il y a des questions. Alors bon, quand on est philosophe, on aime bien les questions informelles, objectives et sans présupposés. C'est ça. Une vocation de philosophe, c'est quelqu'un qui n'aime pas les réponses toutes faites, des questions dont on connaît la forme de la réponse possible. Mais en même temps, il ne se satisfait pas de pures et simples questions informelles, subjectives. Il a besoin de quoi? Il a besoin de réunir un consensus, au moins provisoire, sur la forme de réponse possible. Voilà. Ici, il y a un consensus, au moins provisoire, sur la forme de la réponse possible. Bon, par exemple, tous les marxistes partagent consensuellement présupposer que on cessera de définir la pensée comme représentation spéculative. Les notions utilisées dans la pensée devront travailler. Les concepts devront avoir une valeur opératoire. Et puis, tous les idéaux moraux et politiques devront être mesurés à l'aune de leur efficacité sociopolitique. Tous les marxistes sont d'accord là-dessus. Les philosophes sont ainsi faits que leurs questions sont bien informelles, c'est-à-dire qu'on ignore au départ la forme de la réponse possible, mais on peut réunir un consensus au moins provisoire sur la direction dans laquelle on peut formuler des questions. Ici, il y a un consensus réel sur des présupposés qui ne sont pas remis en cause dans la controverse métathéorique. Un texte est d'autant plus un grand texte qu'il instaure de nouvelles questions qu'il déplace la frontière entre le questionnable et le non questionnable. On parlait de Deleuze tout à l'heure. Eh bien, Deleuze a porté à la philosophie, c'est-à-dire à un questionnement informel, objectif, la question neuve qu'était l'image mouvement. On dit, il a fait entrer le cinéma dans la philosophie. Il faut le faire. C'est aussi difficile que d'annexer
le feuillage à la peinture, comme les peintres anglais du XVIIIe siècle, ou d'annexer la lumière ou le ton local avec les impressionnistes ou les fauves. Faire entrer dans le questionnement philosophique un nouveau type de question, c'est vraiment écrire un grand texte, quoi. C'est un texte instaurateur. Voilà. Autre question? Du côté des questions informelles, subjectives, et c'était en fait, je crois, la question de Myriel. Là, vous n'avez pas donné d'exemple. Et il nous semble comme ça. Si, tu avais un exemple tout à l'heure, c'est que dois-je faire dans la perspective de ma mort possible? Ah oui, c'est ça. Bah, évidemment, comme l'exemple était ce qu'il était, on comprend que vous soyez passé vite à l'autre partie des questions informelles objectives. Parce qu'il nous semble comme ça, peut-être que ce qu'on cherche un peu à travers ce qu'on fait, en fait on ne sait pas trop ce qu'on fait, ces histoires de la vie, il nous semble que ce questionnement dont on a beaucoup parlé depuis le début, et d'une nouvelle manière, on dit par exemple, une correspondance, c'est fait pour, comment on dit, pour questionner, pour mettre en question. Sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est pas pour échanger, c'est pour s'interroger. En fait, oui. Oui. Et alors, il nous semble que ce serait, entre autres, pas du tout seulement, mais entre autres dans l'informel subjectif. Aussi, d'ailleurs, on ne prétend pas, évidemment, faire une correspondance de Freud, mais... Oui. Enfin, Et il y a un moment donné un ancrage subjectif. je dirais que la question informelle intersubjective, d'abord, ce serait plus éventuellement inter. Et nécessairement intersubjective, sinon elles ne font pas sens, à cause de la condition du dialogisme dont on a parlé. Je voudrais revenir sur le questionnement, questioning. Vous savez qu'il existe une revue anglo-saxonne qui s'appelle Questioning. Ils en sont à leur 15e année. Le monde entier collabore à ces revues, de manière complètement transdisciplinaire et pluridisciplinaire. Ça s'appelle Questioning. Qu'est-ce que c'est donc ce questioning? Qu'est-ce que c'est qu'un questionnement? Moi, je l'ai appelé interrogation. J'aurais pu l'appeler questionnement. Il se trouve que le mot questionnement est un mot qui est à la mode à la suite de Heidegger, puisque c'est lui qui a défini ce qui était fragwürdig, c'est-à-dire ce qui mérite d'être questionné. Qu'est-ce qui est fragwürdig? Est-ce que c'est le dialogue? Est-ce que c'est la question? Est-ce que c'est encore l'inconscient? Est-ce que c'est la transtextualité? Est-ce que c'est le pictoroman? Est-ce que c'est... Je ne sais pas qu'est-ce qui est fragwürdig. En tout cas, c'est un concept heideggerien. Donc je ne me suis pas servi de ce questionnement. Mais je sais bien ce que c'est qu'un questionnement. C'est le parcours qui va de la question à la réponse. C'est le parcours qui est en amont la recherche des présupposés, qui eux-mêmes peuvent être mis en question, jusqu'à des réponses partielles qui sont remises en question, jusqu'à ce que, comme dit Simone Weil, on entre tout doucement dans les réponses. C'est ça, le questionnement. C'est la vie même de la pensée. Une question étant donnée, je peux l'explorer dans ses présupposés ou dans ses réponses partielles, étant entendu que chaque réponse partielle a des conséquences logiques qui font que, par l'absurde, je renonce à la réponse partielle ou je la remets elle-même en question dans une ère de paix, etc. C'est ça, le questionnement. Et alors, quand nous parlons d'un questionnement, n'utilisons pas ce mot simplement au sens d'une attitude interrogative. Ça mange pas de pain. Moi, je n'ai pas de certitude, hein, les gars, je doute de tout, je voudrais bien en douter avec vous. C'est pas ça le questionnement. Le questionnement, c'est un procès très précis qui va de la question à la réponse par l'analyse de ces présupposés et de l'engendrement des questions partielles étant chacune mesurée à ses conséquences logiques. Dans l'intervalle, il y a des procédures de validation, bien sûr, quant à ces réponses partielles. Seulement, quand on s'interroge, quand on fait le jeu de mots, dont j'ai parlé tout à fait au début,
Donc, on ne va pas s'interroger seul, on va s'interroger dialogiquement, dialogalement, et pourquoi pas par une correspondance. Alors, il y a encore quelque chose dont j'avais imaginé en prenant le train ce matin, que je pourrais vous parler. Je vais donner un coup de loupe cette fois-ci sur un autre passage. Vous vous souvenez que dans mes présupposés fondamentaux, il y avait pensé, c'est interroger. Et vous vous souvenez peut-être des raisons. Penser, c'est pas calculer, parce qu'on calcule à l'intérieur d'une théorie. Pour qu'il y ait une théorie, il faut qu'il y ait eu une problématique. Et pour qu'il y ait eu une problématique, il a bien fallu qu'on la pose par la pensée interrogative. Donc il y a quelque chose de plus profond dans la pensée que résoudre des problèmes. C'est d'ailleurs la définition des sciences cognitives. Le problème solvé. Qu'est-ce que c'est que penser? C'est résoudre des problèmes. Oui, mais c'est d'abord les avoir posés. C'est d'abord les avoir posés dans un régime d'interrogation qui n'est pas le même en sciences, en philosophie, en religion. Penser, c'est interroger. Vous voyez, commence à tirer le fil. Et deuxièmement, signifier par, via le texte. Et là, je n'ai pas défini. Signifier par le texte, c'est élaborer dans le texte les trois dimensions de la signification. Condition nécessaire 1, condition nécessaire 2, condition nécessaire 3. Condition nécessaire 1, c'était la différence. C'était le matériau signifiant. Condition nécessaire 2, c'était la référence. Condition nécessaire 3, c'était la communicabilité ou dialogisme d'interruption. Regardez comme il est admirable que les grands textes élaborent effectivement les trois dimensions de la communication. Qu'est-ce qu'un grand texte? C'est un lieu de production d'un sens neuf en travaillant le système symbolique. Et en particulier en utilisant d'autres supports que le support verbal. Faire un pictoroman comme a fait Rob Grillet dans La Belle Captive, puisque Rob Grillet avait sélectionné des tableaux de Magritte, n'est-ce pas, pour contribuer au récit. Et d'ailleurs, Rob Grillet précise bien que s'il a été chercher un peintre surréaliste belge, c'est parce qu'il avait en commun avec lui un problème qui est celui de l'existence. Il le dit dans les commentaires. Toujours, on interroge. Donc éventuellement, on fait apparaître dans le texte, on appelle ça un hypertexte aujourd'hui, plusieurs supports. Donc ça, c'est une première précision que je voulais vous donner. Une bonne théorie du texte ne succombe pas au piège du support unique. Le texte, c'est plus que le texte écrit. Et oui, parce que la condition signifiante peut se pluraliser. On peut signifier à plusieurs supports. Un texte théâtral est un texte fait pour être représenté, fait pour être vu. Vous associez le voir et le parler, l'éloquence écrite aussi. C'est un texte écrit fait pour être dit. Mais le texte théâtral, c'est un texte écrit fait pour être dit et représenté, avec le fameux rapport entre la scène et la salle. Donc, la diversité des supports. La bonne théorie du texte ne doit pas être piégée par le support unique. Ne doit pas être piégée non plus par le corpus unique, qu'on cesse de faire la théorie du texte encore et toujours à partir du texte littéraire. Il y a des textes religieux, il y a des textes philosophiques, il y a des textes scientifiques. Je pense que l'aberration d'un certain structuralisme et néostructuralisme à la française n'aurait pas eu cours si on s'était avisé qu'il y a aussi des textes scientifiques. Parce que dans les textes scientifiques, on ne peut pas se permettre de dire « ça réfère à rien ». Ils sont tous en rapport comme Mallarmé d'autoréférence. C'est l'exaltation du code pour lui-même. Occhio mio. Dans les textes scientifiques, on se réfère au monde extérieur. Donc, piège
du support unique, piège du corpus unique, nous ne succombons pas à ce piège donc. Piège de la monodiscipline. Que les logiciens cessent d'accaparer la théorie du texte, que les linguistes aussi cessent d'accaparer la théorie du texte, même s'il existe une texte linguistique à l'allemand. Que la critique littéraire cesse aussi d'accaparer la théorie du texte. Que l'exégèse religieuse cesse aussi d'accaparer la théorie du texte. Parce qu'après tout, et puis que l'intelligence artificielle, avec ses problèmes de reconnaissance de texte, aussi nous lâche les baskets. Toutes ensemble, les disciplines, toutes ensemble. Donc pas de monodiscipline. Le texte est une transformalité, enfin c'est un objet formel qui est transdisciplinaire, si vous voulez. Pas question d'accaparer l'objet texte par la monodiscipline. Et puis enfin, il y a un quatrième piège, c'est le paradigme unique. Le structuralisme, par exemple. Voilà. Traiter du texte encore et toujours suivant l'intelligibilité structuraliste. Non. Non. D'abord, il y a l'herméneutique, qui est aussi un candidat pour cela. Et puis, il y a probablement un paradigme qui me serait cher, quant à moi, qui serait le paradigme érothétique. C'est-à-dire traiter de la textualité par l'interrogatif. Une approche textologique, j'appellerais l'approche. Ça n'est pas une approche structuraliste, c'est pas une approche herméneutique, c'est une approche structuraliste. Bon, alors je veux bien ne pas embêter le monde avec un paradigme de plus, mais en tout cas qu'on ne nous dise pas qu'il n'y en a qu'un. Structuralisme ou herméneutique. Voilà. Et alors, ce que j'avais commencé à dire, oui, je suis en train de développer les supports. Il y a plusieurs supports. Si je comprends bien, vous êtes en train de produire des textes, des hypertextes, où vous travaillez à plusieurs supports, où vous avez certainement des problèmes qui sont vôtres, parce que penser c'est toujours interroger, et c'est d'ailleurs la particulière prégnance de ces problèmes-là qui fait que vous pouvez avoir plusieurs supports, sans vous perdre, sans vous égarer. Un peu comme Rob Grillet tout à l'heure dit, je peux travailler avec Magritte, parce qu'il a en commun avec moi le problème de l'existence. Alors, il y aura 45 planches de Magritte dans un récit qui sera la Belle Captive. Ça sera un pictoroman, mais à deux supports, il va arriver à faire quand même un texte. Voilà pourquoi j'ai parlé de support, c'était ici. Support, pendant que j'y étais, j'ai évité trois autres pièges qu'il faut éviter aussi. CN2, sur la référence. Ce qui est admirable dans un texte, quand on signifie par le texte, c'est qu'on y développe remarquablement des techniques de référenciation. La manière de se rapporter au monde de Balzac n'est pas la manière de se rapporter au monde de Stendhal, ni celle des Goncourt, ni celle de Zola. Chacun se rapporte au monde à sa manière. Et encore, je suis dans un seul type de texte, le texte littéraire. Et encore, je suis dans un seul genre littéraire, le roman. Et d'une période relativement restreinte, c'est le roman du 19e. Vous voyez, déjà là, j'ai au moins 3 ou 4 manières de se référer au monde, qui est celle de Balzac, de Stendhal, des Goncourt et de Zola. Sans parler de Genoux, si on pourrait chercher Genoux. La référence. Mais si je change de type de texte, j'arrive à la manière des textes scientifiques de se référer au monde. C'est pas du tout la même. Pas du tout la même. Je ferais bien ici un petit spot sur les textes scientifiques. Qu'est-ce que c'est qu'une référence théorique? Comment est-ce qu'une théorie se réfère au monde extérieur? C'est une façon très intéressante de traiter du problème de la référence. C'est autrement. Comment est-ce que la Bible se réfère au monde extérieur comme création? Enfin, la condition nécessaire 3, la communicabilité. Ici, nous entrons dans un ensemble de recherches qui portent sur le dispositif énonciatif. Le dialogisme cher à Bakhtin, qui, entre parenthèses, a une théorie très, très faible du dialogisme. Elle ne vaut pas la mienne. Je suis obligé de me croire sur parole. Mais déjà, ça montre
il y a une condition nécessaire 3 ici, très importante, c'est le dispositif énonciatif. Les textes font un gros effort pour élaborer, pour travailler cette troisième dimension de la signifiance des genres dans le texte. Non seulement on a travaillé les systèmes symboliques, non seulement on travaille la référenciation réelle, mais on travaille encore le jeu des instances énonciatives.